Je fais aujourd'hui une vidéo pour expliquer comment on peut diminuer les dépenses publiques de façon importante mais progressive, sans provoquer de révolution ou de rupture dans la vie quotidienne, comme on l'a vu avec Elon Musk aux États-Unis qui est en train d'échouer. Je vais en dire quelques mots. Je fais cette vidéo pour répondre à un certain nombre de commentateurs qui m'ont dit « mais vos solutions, c'est quoi? Comment on peut faire ?» J'y réponds, c'est une vidéo qui va être un peu longue, qui parle de sujets de finances publiques qui intéressent d'habitude beaucoup moins que les sujets de colère. Alors, c'est la règle, vous le savez, quand on fait une vidéo avec des solutions sur des questions plutôt techniques, eh bien, on ne sert pas la soupe à ceux qui disent « mais mettez-moi en colère contre le méchant Macron, les méchants je sais pas quoi, les écolos, les francs-maçons, tout ce que vous voulez ». Donc on va pas faire ça aujourd'hui, on va parler de solutions. Je vais essayer de vous dire comment moi, d'abord, je perçois ce qu'est le phénomène Musk, et puis au courrier des stratèges, vous le savez, nous parlons beaucoup de finances publiques, de baisse des dépenses, de baisse des activités de l'État, de réduction du rôle de l'État. Je vais vous expliquer comment on peut le faire sans provoquer de révolution en mettant tout le monde dans la rue par rejet de ce qui est proposé. Donc évidemment, quand je parle de ça, je pense au cas d'Elon Musk qui suscite beaucoup d'agacement, beaucoup d'énervement par son extrémisme et par son côté très idéologique et très impréparé. C'est la particularité d'ailleurs de cette situation. On sait que Elon Musk a beaucoup financé la campagne de Donald Trump, probablement plus de 100 millions de dollars, et qu'en échange, Donald Trump a fait une place à la pensée libertarienne, à l'inspiration libertarienne qu'incarne Elon Musk. Il l'a fait assez tardivement et avec un degré de préparation qui est très faible. On voit aujourd'hui comment l'ensemble de l'équipe Trump, d'ailleurs, qui avait dit on s'est très préparé, on a eu le temps de se préparer, on voit comment l'ensemble de cette équipe s'est globalement impréparé à l'exercice du pouvoir. Mais je vais essentiellement me centrer sur Elon Musk pour dire d'abord que Elon Musk est un faux représentant du libertarisme, parce que la particularité du libertarisme, son inspiration première, c'est de dire que l'ordre spontané de la société fonctionne mieux que l'ordre vertical avec un État tout-puissant. Et que dans cette logique, notamment les libertariens considèrent qu'il faut une égalité parfaite, une concurrence parfaite entre les acteurs économiques pour que le système fonctionne. Or, on voit bien que Elon Musk a été le premier à pratiquer le capitalisme de connivence en mélangeant allègrement son rôle de chef d'entreprise et son rôle de dirigeant conseiller du président. Et donc on voit bien que d'une façon ou d'une autre, il a attiré à lui un certain nombre de contrats publics ou a profité de son rôle politique pour faire de la publicité. À tort, on le voit, pour ses produits, mais c'est extrêmement choquant de voir par exemple que des tarifs sont instaurés sur les automobiles européennes. C'est évidemment une façon de protéger Tesla. Et on est évidemment choqué de voir que Donald Trump a organisé une journée de promotion de Tesla à la Maison Blanche devant les caméras. C'est une façon de pratiquer du capitalisme de connivence extrêmement choquante, et ça n'a évidemment rien à voir avec le libertarisme. Dans cette technique, on a vu que Elon Musk est allé très loin dans la violation de l'état de droit. Par exemple, il a utilisé des méthodes informatiques intrusives pour avoir accès à des données qui lui étaient en principe interdites. Il les a utilisées pour mener une politique de réduction des dépenses avec des techniques très brutales d'arrêt du jour au lendemain des subventions. Je sais que certains se sont réjouis que par exemple l'USAID, c'est-à-dire l'Agence internationale de développement des États-Unis, ait été bloquée du jour au lendemain et perdu ses financements du jour au lendemain. Je dis juste attention, parce que un certain nombre de financements sont indispensables, notamment dans le domaine de la santé en Afrique, et notre intérêt n'est pas d'avoir des épidémies à nos portes, ni d'avoir un appauvrissement général d'un certain nombre
de pays ou des situations de famine qui pourraient se créer, ou en tout cas de disette, parce que eh bien, ces gens-là vont vouloir venir en Europe, et donc nous paierons le prix du fait que nous avons coupé les aides, que les États-Unis ont coupé les aides à ces pays du jour au lendemain. Que ça se fasse progressivement, et je vais parler de la progressivité dans la réduction des dépenses publiques, qu'on annonce qu'on va réduire les aides, c'est une chose, qu'on le fasse du jour au lendemain, c'est un problème. On le voit également dans le financement d'un certain nombre d'agences. Là aussi, je le dis, un certain nombre de Français adorent que Donald Trump combatte le wokisme, et je peux le comprendre. Simplement, à ce titre, Donald Trump, là aussi, décide de démanteler l'administration centrale de l'éducation aux États-Unis, l'Agence fédérale de l'éducation aux États-Unis, 2000 personnes. C'est exactement comme si on supprimait l'administration centrale de l'éducation nationale en France. Moi, personnellement, ça ne me gêne pas, mais le faire du jour au lendemain, c'est quand même un facteur de déstabilisation, de déstructuration du système bureaucratique qui s'est mis en place, et ça ne peut que remplacer un dysfonctionnement par un autre dysfonctionnement. L'administration bureaucratique, la surbureaucratisation française par exemple, pose des problèmes, elle dysfonctionne, mais la supprimer du jour au lendemain sans préparation, ça amène un autre dysfonctionnement qui n'est pas plus satisfaisant. On le sait tous, lorsqu'on remplace un dysfonctionnement par un autre dysfonctionnement, il y a une vieille expression tirée de l'Odyssée qui dit passer de Charybde, aller de Charybde en Scylla. Eh bien, lorsqu'on remplace un dysfonctionnement par un autre dysfonctionnement, c'est aller de Charybde en Scylla, et ça suscite forcément un rejet contre la méthode de réforme. Et de ce point de vue, la méthode d'Elon Musk, qui est aussi celle de Trump, que Trump a validé en tout cas jusqu'ici, c'est une méthode qui déstabilise les systèmes. Alors moi, je ne suis pas forcément contre la déstabilisation rapide des systèmes pour les forcer à bouger. Simplement, si ça devient tellement caricatural qu'à un moment donné, les juges annulent les mesures prises, qu'on est obligé de revenir en arrière, que les systèmes s'arrêtent du jour au lendemain et que plus personne ne s'y retrouve. Je prends l'exemple des systèmes Medicare, Medicaid. Même si Donald Trump a annoncé son intention de les préserver, on voit bien que les mesures de réduction de dépenses peuvent les déstabiliser. Eh bien, de même que le conservatisme extrême qu'on connaît en France, qui consiste à ne toucher à rien et à laisser faire les dysfonctionnements, est insatisfaisant, de même la technique Musk, qui consiste à tout balayer d'un coup du jour au lendemain, c'est une technique qui pose des problèmes, qui déstabilise et qui n'est pas plus satisfaisante que le conservatisme à outrance. Donc je vais aujourd'hui vous dire comment j'ai fait un certain nombre de propositions de réduction progressive des dépenses. Elles sont dans ce livre. Les gens disent parfois c'est quoi, vous ne parlez jamais de vos solutions. Je rappelle quand même que je mets en vente un livre depuis un an maintenant, qui s'appelle Traité pour le monde d'après, qui est un traité qui propose des solutions concrètes, des voies pragmatiques pour réduire efficacement les dépenses publiques de façon progressive et sans susciter de rejet immédiat. C'est aux éditions Culture et Racines. Vous pouvez le trouver sur le site de Culture et Racines, vous pouvez le trouver chez Amazon. C'est un livre de 350 pages avec des solutions concrètes sur tous les sujets, et pas seulement la baisse des dépenses publiques. Je vais vous le mettre là, comme ça vous pourrez le voir. J'espère qu'il va tenir. Voilà. Concrètement, je vais vous prendre 3 exemples de mesures que je vous propose pour réduire progressivement les dépenses publiques. L'inspiration générale de ces mesures, il faut bien la comprendre parce qu'en réalité, personne... baisser les dépenses pour baisser les dépenses n'a pas d'intérêt en soi. Il ne s'agit pas de faire une espèce de concours de celui qui dépense le moins, de concours des pinces, qui sont ceux qui dépensent les moins pour ce que certains appellent le bien commun. Je ferai une émission sur le bien commun. Donc, il ne s'agit pas de faire de la dépense pour la dépense, il faut d'abord comprendre les objectifs des dépenses. Premier objectif, moi je le redis, je pense qu'il faut que la France relève la tête, que pour relever la tête, eh bien, moi je pense que la France est une grande puissance, qu'elle doit se relever. Elle doit se relever du déclin où elle se trouve. Et ma conviction, c'est que pour redevenir une grande puissance, la France ne peut pas suivre un chemin
tortueux, elle doit à un moment donné réaffirmer son instinct vital et réaffirmer sa capacité à réagir et à agir. Voilà. Et donc les mesures que je propose sont des mesures destinées à inverser le déclin français et à l'inverser en quelques mois ou en 2 ou 3 ans. Premier point. Deuxième point, l'objectif c'est de dire qu'il faut remettre du libre choix dans la société, parce que l'absence de libre choix, c'est au fond transformer des loups en chiens. C'est tuer petit à petit notre instinct vital, c'est étouffer nos envies et nos ambitions, et c'est ce que j'appelle l'avachissement. La bureaucratisation de la société française par un excès de dépenses publiques a produit un avachissement global de la société. Avachissement d'abord parce que on ne sollicite plus en nous notre capacité à nous débrouiller, comme pour reprendre une expression quotidienne, courante. On nous explique que tout est balisé, que nous n'avons plus de choix à faire. Et bien petit à petit, c'est comme les animaux sauvages qu'on met dans une cage, ils perdent leur capacité à survivre en milieu hostile. Et cette obsession de la protection face au risque, qui est le corollaire et qui est la justification première de cette surbureaucratisation de la société, bien cette perte du sens du risque et de notre capacité à faire face au risque est le fondement de notre avachissement et le fondement de notre déclin. Nous ne pouvons pas être en permanence une société qui dépend de l'État au jour le jour. Nous devons être autonomes. Ah, on est en train de nous infantiliser à force de nous dire à chaque pas ce que nous devons faire et à force de nous entendre dire papa, État, maman, sécurité sociale ont tout prévu pour que ta journée se passe bien sans que tu n'aies à prendre d'initiative. C'est comme ça que petit à petit on fait décliner un peuple. Et donc la surbureaucratisation, la surprotection, qui sont deux mots extrêmement liés l'un à l'autre, ces deux mots ont avachi la société française. Et c'est parce que notre société est avachie qu'elle est en déclin. Je pense donc qu'il faut inverser profondément cette tendance en réinjectant très largement du libre choix et de la capacité à prendre son destin en main de façon responsable, quel que soit son niveau social, puisque là encore j'entends ce discours très bourgeois de la protection des pauvres, qui se cache derrière le mot solidarité. On rappellera que la solidarité c'est une organisation spontanée entre les individus pour faire face à des risques communs ou des difficultés communes. Là nous ne sommes pas dans un système solidaire, nous sommes dans un système infantilisant, dans un système de protection, d'assistance, où l'État, avec beaucoup de mépris pour les pauvres, dit, et souvent l'État aux mains d'une bourgeoisie qui n'a aucune forme de scrupule, mais qui adore donner des leçons de morale à tout le monde, la bienveillance. Donc dans cette logique de la bienveillance bourgeoise, on dit aux pauvres, vous n'êtes pas capable de vous en sortir tout seul, vous n'êtes pas du même rang, du même sang que nous, et donc on va vous aider à vous prendre en main, et à prendre en main, on va prendre en main vos besoins, parce que vous n'y arrivez pas tout seul. Il n'y a pas de vision plus dégradante, plus assignante à la pauvreté, plus méprisante pour les gens que de dire les pauvres ne sont pas capables de faire la même chose que les bourgeois, ils n'ont pas les mêmes capacités. J'en connais même dans le lot qui disent c'est génétique, un pauvre est génétiquement pauvre, un riche est génétiquement riche, et donc c'est pas la peine de demander aux pauvres de se prendre en main, ils ne sont génétiquement pas capables de le faire. Il n'y a pas de discours plus méprisant que celui-là. Moi qui viens d'un milieu défavorisé, je ne supporte pas cette idée qu'il faut aider les pauvres parce qu'ils ne sont pas capables de s'aider eux-mêmes. C'est insupportable, mais ça donne bonne conscience à plein de gens qui disent « Voyez, je suis quelqu'un de bien, je dis qu'il faut aider les pauvres. » Donc, je sais que ce sont deux visions irréconciliables. Moi, je crois que nous avons aujourd'hui besoin de remettre dans la société française une capacité à prendre en main son destin, à assumer ses responsabilités et à assumer la sanction de la vie pour les gens qui n'assument pas leurs responsabilités. Et que ce discours, cette culture de l'excuse sur « faut aider tout le monde et il faut pardonner à tout le monde », je pense, et il faut être solidaire et faire payer tout le monde pour ceux qui ne font pas de boulot, qui ne prennent pas leurs responsabilités, je pense que c'est la cause du déclin français. Voilà. Donc c'est dans ce cadre-là et dans cet esprit-là que je pense qu'il faut diminuer la taille de l'État sur un certain nombre de secteurs critiques. Donc
je le redis, il ne s'agit pas de faire des économies pour faire des économies. Il s'agit de faire des économies pour redonner de l'air, de l'oxygène à la société française et lui permettre de retrouver la force intérieure qui va la galvaniser et inverser le déclin dans lequel nous sommes. Voilà, ça c'est le cadre général. Alors maintenant, je propose dans mon livre, qui est derrière, plusieurs solutions techniques concrètes pour le faire de façon progressive. La première solution technique concerne le domaine de l'éducation. Aujourd'hui, il y a un budget de 60-65 milliards d'euros, bon an mal an, qui est consacré à l'éducation primaire et secondaire en France. C'est une somme colossale, mais je pense que cette somme est très mal utilisée parce qu'elle est essentiellement utilisée pour financer des bâtiments et pour payer des salaires d'enseignants qui sont regroupés dans un cadre unique avec 1 million de salariés capables de se liguer du jour au lendemain contre n'importe quelle décision patronale. Je pense que c'est un problème parce que, on le voit petit à petit, l'éducation nationale échappe à la nation. C'est devenu une affaire d'entre-soi d'un million de gens qui décident pour tout le monde et qui considèrent que les autres sont des cons. Les parents sont insupportables, les élèves ne respectent rien, et ils sont très malheureux et en plus ils ne sont pas assez payés. Ce système-là ne peut pas fonctionner durablement. La question est comment on le réforme. Si on le réforme, on sait très bien qu'on aura 1 million d'enseignants dans les rues et que n'importe quel gouvernement fera marche arrière pour éviter le bordel. Donc, je propose une solution qui est de dire que ces 65 milliards, on le sait, ils sont d'une façon ou d'une autre recalculables sous forme de subventions individuelles à chaque élève. On sait qu'en moyenne, un élève dans une école primaire coûte 6 500 € à l'année. Donc, moi, je propose une solution relativement simple et indolore. C'est que on met en place de la liberté de choix et qu'on arrête de réserver les subventions publiques aux gens qui inscrivent leurs enfants dans des écoles publiques ou sous contrat. Il faut ouvrir les portes, bouger les lignes du système. Et pour ce faire, il faut notamment permettre aux parents qui inscrivent leurs enfants dans des écoles hors contrat, il faut permettre à ces parents d'avoir un remboursement d'impôts, un crédit d'impôt. Crédit d'impôt, ce n'est pas une baisse de leurs impôts, c'est un chèque qu'on leur fait équivalent aux subventions dont ils bénéficieraient si leurs enfants étaient dans une école publique. Par exemple, les gamins d'Aulnay-sous-Bois, les parents, moi je connais, je vis dans un quartier populaire. Et donc moi par exemple, je n'ai pas pu mettre ma fille dans une école publique parce que c'était un club de boxe. Et l'école, le premier stade vers la mafia. Donc quand on n'a pas le choix parce que l'école publique au pied de son immeuble ou devant chez soi est une école de délinquants, l'école de la délinquance, eh bien, on met ses enfants dans une école privée, mais il faut qu'on puisse choisir des écoles privées hors contrat. Je pense notamment aux écoles Montessori. Et les gens qui vivent dans des quartiers populaires, aujourd'hui, souvent, sont obligés de mettre leurs enfants dans des écoles publiques pourries parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir accès à une école publique hors contrat. Eh bien, ces moyens, il faut le leur donner. Il faut leur faire un chèque annuel correspondant à la subvention dont leur enfant aurait bénéficié s'il était allé dans une école publique. Et c'est de cette façon que progressivement, on va équilibrer l'offre. Pourquoi ? Parce que progressivement, on va solvabiliser des populations qui aujourd'hui n'ont pas les moyens d'avoir accès à un enseignement de qualité. Et en les solvabilisant, on va permettre de développer l'offre scolaire. Et en développant l'offre scolaire, on va progressivement remettre en cause les fondements de l'école publique, qui est une école décadente, une école où on n'apprend plus rien, c'est une école de l'échec. Et au fur et à mesure que les classes des écoles publiques vont se vider, eh bien on va licencier des enseignants et on va progressivement mettre en place une véritable concurrence entre les systèmes. Sur le fond, l'objectif final, c'est que pendant 20 ans,
il faut qu'on déstructure l'éducation nationale pour la rebâtir, non pas parce qu'on n'aime pas les enseignants, mais parce que le savoir change. Internet est en train de bouleverser les méthodes, de bouleverser l'accès au savoir, de bouleverser le rapport au savoir. Et ce n'est pas avec des gens qu'on recrute pendant 40 ans pour faire un métier, qui ont été recrutés sur des bases pédagogiques, sur des bases techniques données à un moment, qui sont garantis dans leur emploi pendant 40 ans. Ce n'est pas avec ces gens-là qu'on va parvenir à appréhender les nouvelles formes de savoir. Donc, je pense qu'il faut ouvrir notre système public à la concurrence, progressivement, sur le fondement du libre choix, de la solvabilisation de la demande, progressivement du développement d'un marché, mais ça va aller très vite, vous allez voir, d'un marché d'écoles privées hors contrat, partout, y compris dans les zones défavorisées. Il faut que ce système oblige l'éducation nationale à se réformer, à réduire sa voilure et à se repenser. Et lorsque les écoles publiques seront vides parce que les parents préféreront des écoles privées hors contrat avec des enseignants motivés et décidés à faire réussir leurs enfants, plutôt qu'une école publique qui est remplie de névrosés et de dépressifs qui passent leur temps à cracher sur les parents et à dire que les élèves sont jamais assez bons, lorsqu'on aura rebattu les cartes, eh bien, on pourra éventuellement penser à la reconstruction d'un nouveau système public. Mais d'ici là, il est indispensable de donner la possibilité aux parents de choisir autre chose. Maintenant, si les parents veulent continuer à mettre leurs enfants dans une école publique, ils pourront le faire. Simplement, ceux qui choisissent une école privée hors contrat auront la restitution de la subvention qui est accordée aux enfants des écoles publiques. Et grâce à cette restitution, ils pourront se payer les frais scolaires d'une école privée hors contrat. Voilà. Ça, c'est une mesure progressive. Sur l'assurance maladie, sur la santé, je propose la même chose. Moi, je crois que l'assurance maladie obligatoire est un système coûteux et qui ne fonctionne pas bien. Peu de Français ont conscience que, en gros, leur santé leur coûte 400 € par mois. C'est prélevé par les cotisations, par la CSG, mais la santé publique en France, l'assurance maladie obligatoire, ça coûte 400 € par mois à chaque Français. Donc, si vous êtes parent de 2 enfants mariés, vous êtes 4 dans la famille, eh bien, sans le savoir, vous dépensez 1 600 € par mois pour la santé de votre famille. Alors, quand une mutuelle, comme on dit, une complémentaire santé en réalité, vous dit « Ah, nous, on facture 100 € par tête de pipe, c'est énorme, c'est du vol, c'est un scandale », c'est quand même beaucoup moins cher que l'assurance maladie obligatoire. Et malgré ces sommes colossales qui sont dépensées, eh bien, les hôpitaux manquent de moyens, on y est maltraité, le système est embouteillé dans des tas d'endroits, aux urgences, en médecine de ville, il y a des déserts médicaux, et donc on voit qu'on a un système très coûteux et qui ne fonctionne pas. Et donc là aussi, moi je propose un changement progressif sur ce sujet pour réduire, rationaliser les dépenses de santé en France. Ce système, en quoi consiste-t-il? Eh bien, c'est très simple. Moi, je propose que la sécurité sociale, puisque beaucoup de Français trouvent que les mutuelles santé, les contrats de complémentaire santé coûtent trop cher, eh bien, je propose que l'assurance maladie puisse proposer des contrats concurrents des mutuelles. Alors, il faut rappeler qu'il est nécessaire de laisser un reste à charge pour éviter la surconsommation de soins. J'ai fait une vidéo que je rappellerai en complément de cette vidéo dans l'article du Courrier des Stratèges. Je rappelle que le Courrier des Stratèges, c'est un site avant d'être une chaîne YouTube. Et donc, je rappellerai cette vidéo, je la republie, cette vidéo, dans l'article qui est adjacent à cette vidéo dans les colonnes du Courrier des Stratèges. J'ai fait une vidéo sur le management du risque, ce qu'on appelle en anglais le risk management. Et j'ai rappelé qu'il était indispensable que, comme sur l'assurance auto, où on vous laisse une franchise pour éviter que vous ne conduisiez n'importe comment, et comme dans l'assurance auto où il y a des bonus et des malus, eh bien, dans le domaine du soin, c'est quand même très proche. C'est-à-dire que si vous ne laissez pas un reste à charge, et aujourd'hui le reste à charge des Français est trop faible, si vous ne laissez pas un reste à charge sur
les soins, eh bien vous avez des gens qui vont toutes les semaines chez le médecin pour un oui, pour un non, pour un rhume, mon nez est cool, je vais chez le médecin et je demande des médicaments remboursés. Donc si vous voulez rationaliser ces dépenses, eh bien il faut laisser des restes à charge. C'est pour ça qu'on a inventé les complémentaires santé. Voilà. C'est la base du risk management. Moi, ce que je propose, c'est que l'assurance maladie puisse proposer des contrats d'assurance santé complémentaires qui viendraient concurrencer les contrats d'AXA, d'Harmonie Mutuelle, de Vive, de tout ce que vous voulez. Mais il y a deux mesures annexes. D'abord, je retire de toutes ces dépenses d'assurance maladie les dépenses liées aux affections de longue durée, notamment les cancers. Aujourd'hui, on ne dépense que 80-85 milliards pour ces maladies. Moi, je suis favorable à ce qu'on dépense beaucoup plus et qu'au titre de la solidarité, donc des finances de l'État, on passe à au moins 100 milliards, 110 milliards de dépenses pour ces maladies, pour le cancer, pour les chirurgies réparatrices. Et donc, l'assurance maladie ne rembourserait plus que des soins, on va dire, de confort. L'expression est évidemment beaucoup trop caricaturale et les spécialistes vont me dire c'est scandaleux. Bien entendu que ceci doit être modéré, mais je pense qu'il faut recentrer l'assurance maladie sur les soins essentiels, sur les soins de confort, je dirais sur les soins non essentiels, c'est-à-dire ceux qui ne relèvent pas des affections de longue durée. Voilà. Donc les affections de longue durée, c'est une dépense directe de l'État qui est directement prise en charge par l'État, et donc lorsque vous avez un cancer, vous allez à l'hôpital vous faire soigner gratuitement. Ça, on est d'accord. Et on majore les sommes. Pour le reste, l'assurance maladie continue sa vie et elle peut concurrencer les mutuelles. Mais deuxième mesure, les mutuelles peuvent concurrencer l'assurance maladie, c'est-à-dire qu'on autorise les assureurs privés à concurrencer la sécurité sociale sur le segment de la santé. Et donc, vous pouvez décider de ne plus cotiser à l'assurance maladie, vous décidez de cotiser chez AXA, je ne vais pas faire tous les faire, chez Malakoff, chez ce que vous voulez, EUVI, alors ça ne s'appelle plus comme ça maintenant, Aesio, vous pouvez cotiser chez tous ces gens-là. Moi, ça ne me pose pas de problème. Et vous pouvez dire, ben moi, il y a un contrat Aesio qui m'est proposé pour la totalité des soins. Et donc je ne paye plus l'assurance maladie, je cotise chez Aesio, mais je ne vais pas tous les citer, vous les connaissez mieux que moi, et je ne fais ici aucune publicité particulière pour qui que ce soit, bien entendu. Mais donc l'idée est que vous ayez le libre choix de votre prestataire santé. Donc on ne privatise pas la sécurité sociale, on ne la supprime pas, simplement on la laisse concurrencer le marché et on laisse le marché la concurrencer de façon transparente en ayant bien pris soin de sortir de tout ça la prise en charge des maladies vraiment graves. Sur la retraite, je propose exactement la même chose. Moi, l'existence de régimes spéciaux ne me gêne pas. Je suis pour la concurrence entre les régimes de retraite. Simplement, je pense qu'il faut prendre deux mesures de fond. C'est que d'abord, donc vous l'avez entendu, moi je suis pour une réforme comme ça s'est passé aux Pays-Bas après le traité de Maastricht, qu'on dissolve le lien professionnel entre le régime spécial et ses populations. Autrement dit, si vous êtes balayeur, cuisinier ou employé de bureau, vous pouvez demander à cotiser, à adhérer au régime retraite de l'Opéra de Paris. Moi, ça ne me choque pas. Ou au régime retraite de la SNCF, ça ne me choque pas. Avec un tarif de cotisation qui est proposé. Donc chaque régime spécial devrait avoir la possibilité de proposer un contrat retraite par répartition. Il n'y a pas de problème là-dessus. Un contrat retraite avec des garanties, des prestations garanties à la fin. Simplement, il faut que ces régimes soient équilibrés financièrement. C'est-à-dire que le régime SNCF ne doit pas pouvoir proposer à monsieur tout le monde, à la caissière de supermarché, à l'employé municipal, un système de retraite qui serait déséquilibré financièrement. Il faut se mettre dans la position où chacun doit pouvoir choisir un régime qui serait équilibré financièrement. Et la règle générale est de mettre en place un système de retraite
équilibré financièrement. L'intérêt de ma proposition, c'est que chacun pourrait librement choisir son montant de cotisation mensuelle, son régime de retraite, avec des régimes vertueux, c'est-à-dire que chaque Français pourrait voir combien coûte réellement la retraite à laquelle il aspire. Là aussi, on le rappelle, on a fait avec Florent Machabert des vidéos pour montrer comment le système actuel est très injuste, comment par exemple les smicards se font piller systématiquement au profit des autres, c'est-à-dire qu'ils cotisent beaucoup plus tout au long de leur vie qu'ils ne reçoivent à la fin, alors que beaucoup de salariés reçoivent une retraite beaucoup plus importante que ce qu'ils ont cotisé. Donc on le rappelle, lorsque la retraite par répartition a été inventée en 1941 par le régime de Vichy, eh bien l'espérance de vie elle était entre 65 et 70 ans. Et on prenait sa retraite à 65 ans. Donc on passait très peu de temps à la retraite à l'époque. En moyenne, ce sont des moyennes. Aujourd'hui, l'espérance de vie court jusqu'à 85 ans. Autrement dit, on passe 20 ans, en réalité on passe en moyenne 22 ans et demi à la retraite. Donc pendant 22 ans et demi, on reçoit une rente. Et le coût total de cette rente, vous mesurez 22 ans et demi. Si vous avez une retraite de 2 000 € par mois, vous faites 24 000 € de retraite par an, fois 22 ans et demi. En réalité, lorsque vous prenez votre retraite à 65 ans, 22 ans et demi fois 24 000 €, si vous avez une retraite de 2 000 €, eh bien, ça fait quand même plus de 500 000 €. C'est un chèque de plus de 500 000 € qui vous est fait lorsque vous prenez votre retraite. Et quand on regarde les chiffres, on s'aperçoit que les gens qui bénéficient aujourd'hui d'un chèque de 500 000 € n'ont pas cotisé 500 000 € pendant leur vie. Ou alors à peine, voilà. Mais souvent moins. Les smicards, c'est l'inverse, les smicards cotisent plus qu'ils ne perçoivent. Voilà. C'est la terrible loi de notre système, paraît-il, protecteur et solidaire, qui est en réalité un système de pillage et d'injustice sociale. Donc moi, je suis pour que progressivement, les gens puissent dire « ce système-là n'est pas assez rémunérateur, je souhaite pouvoir cotiser ailleurs ». C'est l'inverse de ce qui est fait par les gouvernements de gauche et de droite depuis 30 ans, puisqu'on rappelle par exemple que les indépendants avaient leur propre régime de retraite et que ce sont des gouvernements de droite qui ont décidé de créer le fameux RSI, qualifié ensuite de catastrophe industrielle. Et donc, là aussi, il faut avoir en tête que la politique qui est menée par les partis de droite en France est une politique socialiste, qui est résolument hostile à la concurrence. Moi, je suis pour une concurrence entre systèmes de retraite, une concurrence indolore, c'est-à-dire que je ne suis pas partisan de la suppression de la CNAV, je ne suis pas partisan de l'interdiction de la CNAV, je suis partisan de l'introduction de libre choix dans la société qui vont faire leur œuvre et qui petit à petit vont remodeler notre système sans que personne ne soit lésé. Voilà 3 exemples que je viens de vous donner pour réduire les dépenses publiques. J'en ajoute quelques-unes. Je ne comprends pas, moi je vais le présenter comme ça. Moi je suis pour un principe simple, c'est que lorsque un métier existe dans le secteur privé, eh bien il ne peut pas exister dans la fonction publique sous statut de fonctionnaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui il y a des cliniques privées avec des infirmières, des aides-soignantes qui relèvent du code du travail. Moi, je suis pour que les infirmières, les aides-soignantes, les agents hospitaliers des hôpitaux relèvent du code du travail. Donc moi, qu'on garde des hôpitaux publics, ça ne me gêne pas. En revanche, il faut supprimer le statut de la fonction publique dans les hôpitaux. Et il faut que les gens qui sont recrutés dans des hôpitaux publics soient sous statut privé. Ça s'appelle il faut transformer les hôpitaux en établissements publics, industriels et commerciaux. Pour commencer à donner de l'élasticité, il suffit d'aller dans les hôpitaux publics ou d'écouter les médecins, les soignants des hôpitaux publics, vous parler des gens qui ne font rien dans les services, voilà, notamment dans les services administratifs. Et le problème de l'hôpital public, c'est que eh bien, ceux qui ne font rien ne sont pas embêtés et reportent leur charge de travail sur ceux qui bossent. Et eux, ceux qui bossent, et ils sont nombreux, je tiens à le dire, dans les hôpitaux publics, beaucoup de soignants travaillent, mais ils ont des rythmes de travail infernaux parce qu'il y a de l'absentéisme, il y a des gens moins motivés. Et cette inégalité-là, elle n'est pas gérable dans un cadre de statut de la fonction publique, elle n'est gérable que dans un cadre de
droit du travail privé. Voilà. Ça fait partie des quelques exemples qu'on pourrait facilement utiliser pour réduire très fortement les dépenses publiques, très rapidement en réalité, parce que la société respirerait, et c'est comme la téléphonie, souvenez-vous, lorsqu'il y avait France Télécom, du jour où on a instauré une concurrence avec SFR, avec Bouygues, lorsque France Télécom s'est transformé en Orange, eh bien tout à coup il y a eu une respiration et plus personne aujourd'hui ne pourrait revenir à un monopole dans le domaine de la téléphonie. Eh bien sur les sujets que je vous cite, sur l'éducation, sur la santé, que ce soit l'assurance santé ou les prestations de santé, eh bien l'ouverture à la concurrence ferait que très vite plus personne ne pourrait revenir à une situation de monopole, et donc ce serait une ouverture choisie, voulue et bénéfique pour l'ensemble de la population. Voilà, quelques exemples. Tout est dans ce livre, n'hésitez pas à le retrouver. Alors je parle d'Europe, de Frexit, etc. dans ce traité pour le monde d'après. Voilà, je tenais à répondre à ceux qui m'ont posé des questions sur ce sujet. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, j'y répondrai très volontiers. Au besoin, je referai des capsules. À bientôt.